34 000. 34 000, c'est le nombre d'artistes ayant signé la tribune alertant sur les dangers de l'intelligence artificielle en ce début d'année 2025. Parmi eux, des comédiens, des humoristes, des écrivains et bien sûr des musiciens, issus de tous les horizons, allant de Jean-Jacques Goldman à Petit Biscuit, en passant par Vita, Bob Sinclair, Amir ou encore Jean-Michel Jarre. Et ce ne sont pas les seuls à manifester leur inquiétude vis-à-vis de l'IA. En 2023, c'était Angèle qui déclarait avoir peur pour son métier, suite à l'explosion d'une reprise avec sa voix générée par l'intelligence artificielle. La même année, c'est Thomas Bangalter, l'un des deux hommes derrière les Daft Punk, qui exprimait son inquiétude, sa réelle crainte du futur et de la place de l'IA face à l'humain. Mais et si il était trop tard pour s'en inquiéter? Une étude sortie fin 2024 prévoit que les travailleurs du secteur de la musique perdront presque un quart de leurs revenus au profit de l'IA dans les 4 années à venir. Aujourd'hui, le marché de la musique et du contenu audiovisuel généré par IA pèse 3 milliards d'euros. Mais on prévoit que ce marché atteigne les 64 milliards d'ici 2028, soit 2033% d'augmentation. L'étude l'affirme clairement. Cela représente un transfert de valeur économique des créateurs vers les entreprises d'IA. Ok, bon là il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et ensuite, plus hypothétiquement, que va-t-il se passer dans le futur? Quelle place pourrait prendre l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale? Quelle place pourrait prendre l'humain dans l'industrie musicale? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. C'est mon grand-père qui m'envoie une vidéo. Bien le bonjour ma chérie, tu vas être fière de ton papy. Je t'ai commandé un vinyle des Daft Punk, mais pas n'importe comment, puisque je te l'ai commandé en utilisant Igral, et ça m'a fait faire des économies. Si, je t'assure. Igral, c'est un site, une appli et même une extension entièrement gratuite et sécurisée qui te permet de rembourser une partie de tes achats grâce au cashback. Et comme tu n'es pas la brioche la plus dorée du petit-déj, laisse-moi t'expliquer. Dès que tu fais un achat chez une enseigne partenaire, Igral te rembourse une petite partie de cet achat. Évidemment, là, c'est un vinyle, mais si j'avais voulu remplacer ma vieille platine, j'aurais dépensé plus d'argent, et donc aussi reçu plus d'argent. Tu accumules, et en moyenne tu récupères jusqu'à 120 € par an, ce qui fait 8 vinyles des Daft Punk, soit tous leurs albums studio en double. Et en plus, le cashback que tu récupères est cumulable au code promo. Il y avait déjà 1600 enseignes partenaires, mais Igral, ils ont voulu faire encore mieux. Maintenant, tu as aussi accès à des bons d'achat chez des marchands qui avant n'offraient pas de cashback, comme Ticketmaster par exemple. Oui, grâce à eux, tu peux enfin payer moins cher ces foutues places de concert qui coûtent Pardon ma chérie. Alors ma puce, si tu veux en profiter et surtout en faire profiter tes followers, c'est le moment, puisqu'à partir du 30 avril, ce sont les French Day, les jours français, avec des hausses de cashback. Pour t'inscrire sur Igral, il y a un lien en description qui t'offre 10 € au lieu de 3 € à l'inscription, ainsi qu'un QR code qui s'affiche à l'écran. C'est beau la technologie. Bon allez, j'écoute une fois le vinyle et après je te l'envoie. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Ça fait quelques années maintenant que le terme intelligence artificielle est devenu courant, dans la vie en général, mais aussi dans la musique. Pourtant, ce terme ne date absolument pas d'hier. On considère que l'émergence du terme intelligence artificielle remonte aux années 1950. Il est proposé par l'informaticien John McCarthy à l'occasion d'une réunion de travail avec d'autres informaticiens. À l'époque, ils ont un point de départ dans leur réflexion. N'importe quel aspect de l'intelligence humaine pourrait, en principe, être décrit avec suffisamment de précision pour qu'une machine puisse être conçue pour le simuler. Et parmi les domaines explorés, il y a déjà la musique. Ce que vous venez d'entendre a été entièrement créé grâce à un ordinateur, Iliac 1, qui a donné son nom au morceau Iliac Suite. Derrière cette création, les Jaren Hiller, un chimiste, et Leonard Isaacson, un mathématicien. C'est incroyable pour l'époque. Mais après ça, il va pas se passer grand-chose. Des informaticiens et des scientifiques continuent de travailler sur le sujet durant les années à venir, mais la musique n'est pas une priorité. Mais c'est à l'aube des années 2000 que cette histoire d'IA dans la musique va de nouveau faire du bruit.
À la fin des années 90, un test est organisé par un professeur d'université. 3 morceaux sont joués par une pianiste. L'un des morceaux est écrit par Bach, le compositeur, un deuxième est écrit par un professeur de musique à l'université, Dr Larson, et un troisième est écrit par EMI, un programme informatique créé par David Kopp. Le public est amené à déterminer qui a écrit quoi. Et le public va se tromper. L'audience présente détermine que la pièce écrite par le professeur a été générée par un ordinateur et que le morceau d'EMI est créé par Bach. Ça fait un petit tollé dans le monde universitaire de l'époque et même le New York Times écrit sur le sujet. Et pour cause, derrière cette petite expérience se cachent 2 révolutions. La première, c'est que pour entraîner EMI, David Kopp, son créateur, au passage lui-même musicien expérimenté, a entraîné son IA sur de nombreux morceaux de compositeurs classiques. Et ça, ce n'était pas le cas avec Iliac, par exemple. EMI, c'est l'une des premières fois, à notre connaissance, que l'IA absorbe des morceaux existants et arrive à recréer un morceau dans le style d'un des compositeurs sur lequel elle a eu des données. Bon, on va parler de la deuxième révolution d'EMI un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant ça, on va faire un petit bond dans le temps. Dans les années 2000 et 2010, les travaux sur le sujet de l'intelligence artificielle dans la musique continuent, mais il ne se passe pas des choses très marquantes. Mais c'est dans les années 2020 que tout va changer. Jusqu'ici, l'intelligence artificielle pour faire de la musique était un sujet plutôt niche, réservé à une poignée d'initiés. Mais une entreprise va tout changer en 2023, c'est Suno. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Suno, c'est une IA qui permet à n'importe qui, avec un simple prompt, donc une simple indication écrite, de générer un morceau de musique en entier. Paroles, voix et instrumentales. Et au début, ça laissait un petit peu à désirer, c'était pas hyper marquant. Mais seulement 2 ans plus tard, Suno, c'est plus puissant. Je vais vous passer 2 extraits, un de Suno, un d'un humain, et je vous laisserai me dire dans les commentaires lequel vous pensez être celui de Suno. Ok ? Dreaming big while the clouds turn gray. Old man grin says luck won't come, but I feel like my time's begun. When do we learn when to let it all go? Don't you worry. It feels so good to feel so good. Mais évidemment, derrière Suno se cache un problème. Au contraire de EMI, qui s'entraînait sur des morceaux qui n'étaient déjà plus copyrightés et qui étaient sélectionnés par son créateur, il est probable que Suno soit entraîné sur des millions de morceaux, pour l'écrasante majorité probablement sous copyright. La tribune des artistes dont j'ai parlé en intro fait justement entre autres référence à cette utilisation illégale. Suno, de son côté, reste flou sur le sujet. Leur seule déclaration, c'est que l'IA est formée sur essentiellement tous les fichiers musicaux de qualité raisonnable accessibles sur Internet dans le cadre du Fair Use. Le Fair Use, c'est un concept juridique aux États-Unis qui permet d'utiliser une œuvre protégée par des droits d'auteur sans permission dans certaines circonstances assez limitées. Mais évidemment, c'est un argument qui ne convient pas aux ayants droit, et Suno est actuellement en procès contre Universal, Sony, Warner et contre des organisations de droits d'auteur de différents pays. Mais pour l'instant, on n'a aucun verdict, et aussi aucune certitude que les ayants droit réussiront à prouver que Suno est coupable et a bien violé des droits d'auteur. Donc pour l'instant, c'est entre les mains de la justice et on ne sait pas comment ça finira. Et cette vidéo pourrait s'arrêter là. Tout ce que j'ai avancé jusqu'ici est factuel, pas exhaustif mais factuel. Vous savez d'où vient l'intelligence artificielle dans la musique, ce qu'on peut en faire aujourd'hui et les problèmes actuels que ça pose. Mais évidemment, j'ai envie qu'on aille plus loin. Donc, on va parler du futur de l'industrie musicale. Pour ça, je vais avancer quelques hypothèses et essayer de les argumenter, parce qu'elles ne sortent pas non plus de mon chapeau. Évidemment, disclaimer nécessaire. Déjà, je n'ai pas de boule de cristal, donc ce sont des hypothèses, il y a de fortes chances que je me trompe. Ce n'est pas parce que je les avance que je veux qu'elles se réalisent, pas du tout. Je peux changer d'avis très vite, ça m'arrive plein de fois entre les vidéos quand j'ai de nouveaux éléments, et sur l'IA, c'est pas ce qui manque. Et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ni pour être rassurante
maintenant mes hypothèses. Enfin, je sais que c'est encore un sujet un peu délicat. Je sais qu'il y a plein de points qui sont très sujets à débat, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord, vous n'allez pas être d'accord d'ailleurs, mais je vous fais confiance pour rester respectueux. Merci infiniment à vous. Ceci étant dit, ma première hypothèse est que la potentielle perte des procès de Suno, même sa potentielle interdiction ou plus probablement sa potentielle faillite, ne changerait absolument rien au problème de fond. Parce que c'est trop tard. En 1999, de nulle part, une compagnie arrive et permet à des millions d'internautes d'écouter autant de musique qu'ils le souhaitent, gratuitement. Très vite, cette compagnie se retrouve violemment attaquée pour droit d'auteur par le monde entier et 2 ans plus tard, en 2001, elle ferme ses portes sous sa forme originelle. Cette compagnie, c'est Napster. Et c'est pas improbable que Suno vive un schéma similaire. Mais dans les deux cas, une brèche s'est ouverte. Napster, c'est la cristallisation d'un nouveau modèle dans la musique, de ce qu'on peut en faire avec Internet. Et même si ça a été bref, ça a été un tournant dans l'industrie. Un tournant après lequel il n'y avait plus de retour en arrière possible. On n'allait pas revenir au CD, c'était trop tard. Suno a soudain permis à des millions de personnes, 25 millions à l'heure où on se parle, probablement en majorité des non-musiciens, de créer ce qu'ils veulent entendre, sans aucune connaissance musicale, sans aucun effort, juste avec des mots. Et ça s'inscrit dans une tendance plus globale d'un consommateur qui devient en partie créateur. Créateur avec des guillemets, on va y revenir. Dans la musique, on a vu se dessiner une tendance de co-création, c'est-à-dire que les artistes cherchaient à impliquer les fans dans les choix artistiques. Mais on peut totalement imaginer que maintenant, Suno a créé un besoin chez le public, chez une masse qui avant ne créait pas, et qui maintenant va vouloir faire ses propres morceaux et modeler sa playlist comme il l'entend. On va y revenir juste après. Ça, c'est la première chose, c'est que même quand une entreprise fait potentiellement quelque chose d'illégal, et même quand elle est condamnée pour ça, si elle a créé un besoin ou montré un usage qui a été adopté vite et fort par énormément de personnes, c'est pas parce que la compagnie disparaît que le besoin, lui, disparaît. Peut-être qu'il sera mieux encadré légalement par la suite. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais il ne disparaîtra pas. Et il y aura des compagnies qui trouveront le moyen d'en profiter. Et justement, deuxième point. Rappelez-vous la réaction des maisons de disques lors de la crise du disque. Elles avaient 2 stratégies. Défensive, elles ont fait des procès, et offensive, elles ont cherché par tous les moyens à se rendre indispensables pour le futur de l'industrie musicale, en créant leur propre plateforme, qui ont toutes échoué au passage, mais aussi en négociant férocement avec des acteurs comme Spotify. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Universal attaque Suno, attaque TikTok sur l'IA, mais dans le même temps, elle fait un partenariat avec Soundlab pour créer des modèles vocaux officiels ultra haute fidélité de ces artistes. Et de mon point de vue, c'est difficile de leur donner tort sur ce point. Parce qu'une fois qu'une technologie disrupte un marché, il n'y a pas de retour en arrière. C'est marche ou crève. Vous vous rappelez de Blockbuster? Non, c'était le concurrent de Netflix quand il vendait et louait des DVD à l'époque. Spoiler, c'est celui qui s'était adapté et qui a survécu. Et je suppose que les maisons de disques ont envie de survivre. Est-ce qu'elles vont y arriver? C'est une autre question. Mais dans tous les cas, la bataille est commencée. Et ma deuxième hypothèse, c'est que cette bataille va mettre un nouveau clou dans le cercueil de la musique enregistrée. « 30%. Selon l'étude réalisée par CISAC citée en début de vidéo, d'ici 2028, les contenus musicaux générés par l'IA pourrait représenter jusqu'à 30% de perte de revenus issus du streaming pour les artistes. L'étude avance 4 grandes raisons, mais on va s'attarder particulièrement sur 2 d'entre elles. Déjà, les plateformes de streaming pourraient elles-mêmes créer et publier leurs propres morceaux générés par intelligence artificielle sur leur plateforme, dans le but de réduire leurs coûts. Si ce n'est pas officiellement le cas aujourd'hui, on peut penser que ce sera très bientôt une réalité, notamment parce qu'une pratique controversée existe déjà chez Spotify, pratique que vous avez peut-être vous-même expérimenté sans même être au courant. Spotify étudie les pratiques de ses utilisateurs et ils ont remarqué qu'une partie significative utilise majoritairement la plateforme comme un support audio de fond, en faisant autre chose. Les playlists Lofi qui servent à travailler, les playlists méditation, les playlists pour s'endormir, tout ça, ça fait énormément d'écoute sur la plateforme. Mais la particularité de ces utilisations, c'est qu'elles sont passives. Les utilisateurs ne sont pas concentrés sur la musique qu'ils écoutent. Alors, il est probable
que Spotify ait passé des contrats avec des compagnies de stock musique, les musiques qu'on entend en fond dans les vidéos par exemple, qui leur fournissent des morceaux en masse. Spotify crée ensuite de toutes pièces des profils d'artistes sur sa plateforme, artistes qui n'existent pas dans la vraie vie, ils téléchargent les morceaux fournis par les compagnies de stock musique et ils mettent fortement en avant leurs faux artistes dans leur playlist éditoriale, qui sont parmi les plus écoutés de la plateforme. Les utilisateurs n'y voient que du feu, car leur utilisation est passive, et du côté de Spotify, ils n'ont pas à payer de royalties, et ils sont moins dépendants des maisons de disques qui, je vous le rappelle, l'écrasent. Ça, c'est déjà une réalité, cas très probablement. Ça a été mis en lumière par une journaliste du nom de Liz Pelly. Elle aurait même eu la confirmation d'employés de Spotify au cours de son enquête, qui affirme qu'en interne, c'est une pratique parfaitement assumée, qui répond au nom du programme Perfect Content Fit. Aujourd'hui, Spotify paye des compagnies de stock musique qui, elles, pour l'instant, payent de vrais artistes. Mais maintenant, Spotify pourrait complètement utiliser Suno ou un de ses concurrents à la place, voire créer sa propre IA générative. C'est évidemment au désavantage des artistes humains. Le problème, c'est que là aussi, le retour en arrière paraît compliqué. Dans cette vidéo, qu'on soit bien clair, on ne parle pas de musique, on parle d'industrie musicale. Autrement dit, du marché de la musique. La musique, c'est de l'art. Le marché de la musique, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Avec l'IA générative, l'offre dans ce cas de musique lofi ou de musique de méditation explose, alors que la demande reste la même. Donc mécaniquement, la valeur économique baisse. C'est déjà ce qui est arrivé une fois dans le marché de la musique globale. Et c'est pour ça, entre autres, que la comparaison entre ce que valait économiquement la musique à l'ère des CD et ce que vaut économiquement la musique à l'ère du streaming n'a pas vraiment de sens. Entre autres parce qu'à l'époque, l'offre était rare et contrôlée, alors qu'aujourd'hui, elle est illimitée. Donc, d'un point de vue juste du marché, la valeur baisse. Spotify, Daignolet et même les maisons de disques n'y sont pas pour grand-chose sur ce point. Et là, vous allez peut-être me dire que Spotify ne devrait pas tolérer ces pratiques. Sauf qu'il y a un double problème. Déjà, Spotify n'est pas là pour défendre l'art. Spotify n'a aucun rapport avec l'art. C'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent, essayer d'être rentable, et c'est normal. C'est le but d'une entreprise. Bon, la seule chose qui pourrait l'arrêter ou la freiner sur cette lancée, ce serait la législation. On en parlera dans une autre vidéo. Mais entre nous, juste entre nous, il y a quand même assez peu de chance. Et dans tous les cas, deuxième problème, la valeur économique sur ce segment musical a déjà baissé. Et à moins d'interdire strictement la musique générée par IA, ce qui peut arriver, ça a peu de chances de retrouver un équilibre. Bon, là vous allez me dire, ok Lovie, très bien. Mais en même temps, tu prends un style musical qui est complètement dépersonnifié, autour duquel il n'y a aucun attachement envers les artistes. Dans le pire du pire des cas, les 30%, c'est la musique sans visage. Mais toute la musique qu'on n'écoute pas de manière passive, qu'on écoute activement, elle va pas disparaître. Si? Alors non, mais il va quand même y avoir un problème. Un problème qui vient en partie de nous, consommateurs. Quand Spotify mobile est arrivé dans le paysage musical, ça a été une révolution. Vous passiez d'écouter un nombre limité de morceaux chez vous, sur des CD, à avoir n'importe quel morceau, où que vous soyez, dans votre poche. Et si Suno créait un changement similaire? C'est le deuxième argument avancé par l'étude du CISAC. Pour l'instant, ça paraît peu probable, parce que soyons honnêtes, Suno est utilisé surtout soit pour le test, soit pour le fun, entre amis par exemple. Mais comme on l'a vu avant, il y a une tendance à la création de la part des consommateurs qui étaient passifs avant. Et plus globalement, dans le monde en général, il y a une tendance à la personnalisation d'absolument tout. Et si demain, Suno fait par exemple un partenariat avec Spotify et nous donne la possibilité de créer exactement ce qu'on veut entendre et de mettre nos morceaux à nous dans nos playlists. Certains soupçonnent même Suno et ses concurrents de vouloir devenir des concurrents directs de Spotify, d'être à la fois une plateforme de création, mais aussi une plateforme de diffusion, et même mieux, une plateforme de diffusion qui rémunère ses utilisateurs. Et c'est pas si improbable que ça, pour des raisons plus profondes que de simples questions techniques. En réalité, c'est une question de mœurs. Et c'est là qu'il faut parler de la deuxième révolution créée par Amy. Ou plutôt de la petite graine que ça a plantée à l'époque. Cette petite graine, elle est philosophique. Avant les années 90, on était assez convaincus de ne pas pouvoir ressentir d'émotion face à quelque chose d'entièrement créé par une machine. Mais confondre la création d'une intelligence artificielle avec l'œuvre de Bach, avec l'émotion qu'implique une œuvre de Bach,
Ça a remis les choses en perspective sur la place même de l'humain dans la création. Alors évidemment, l'IA n'aurait jamais créé ce morceau sans Bach, mais toujours est-il qu'elle a généré quelque chose qui n'existait pas précédemment, assez fort musicalement pour séduire un public. Aujourd'hui, maintenant que c'est trop tard et que l'IA s'est entraînée sur des dizaines de millions de créations humaines, il est probable qu'elle soit capable de générer des dizaines, voire des centaines de millions de morceaux qui n'existent pas et qui nous provoquent des émotions. Ces dizaines de millions de morceaux, tout au moins, font mécaniquement baisser la valeur monétaire de la musique enregistrée en général, et d'un point de vue art, elle correspond aux besoins d'un consommateur qu'on peut qualifier de moyen, lui provoquer des émotions, et même mieux, lui donner l'impression qu'il a du contrôle. Et si tout ça paraît tiré par les cheveux, il faut garder en tête une chose: les générations. Certains sont nés avec un vinyle dans les mains, d'autres avec un CD, d'autres avec Spotify, et la nouvelle génération naîtra probablement avec Suno, ou avec la plateforme qui leur succédera. Et à partir de ce moment, ce sera une norme. Et plus que ça, une normalité. Ok, là on a une hypothèse très macro des choses. Mais concrètement, comment ça se traduit pour les artistes humains dans l'industrie musicale? Les artistes actuels d'une part, et d'autre part les futurs artistes. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Il me paraît assez improbable que les grosses stars, les têtes d'affiche d'aujourd'hui, disparaissent. Les maisons de disques ont investi massivement de l'argent, des centaines de millions d'euros, dans les catalogues des artistes, et il paraît assez logique qu'ils vont essayer de faire vivre au maximum ces catalogues pour les rentabiliser. C'est une stratégie qui fait sens car ces morceaux résonnent et sont chargés de souvenirs pour la plupart des gens, ce qui les rend assez faciles à vendre dans tous les sens du terme. De plus, ces artistes aujourd'hui sont des marques à part entière, qu'il est difficile de faire disparaître parce que l'attachement va bien au-delà de leur musique. C'est une histoire, un univers visuel, bref, c'est un tout. Ça ne veut pas dire que leur place n'est pas menacée plus ou moins, mais disons qu'ils ont largement plus de chances de s'en sortir que des artistes n'ayant pas encore de succès. Mais alors, les artistes du futur, est-ce que ce sera juste des robots? Pour moi, pas du tout. Et c'est beaucoup plus subtil que ça. Là, c'est vraiment une hypothèse personnelle, j'ai pas d'études pour l'appuyer. Je pense qu'il y aura des artistes qui réussiront à percer, dans le sens être connus auprès du grand public ou auprès d'une partie du grand public, avec des musiques entièrement générées par l'IA, et que le job de l'humain ou des humains derrière le projet sera de créer tout cet univers autour, qu'il soit visuel, l'histoire de l'artiste fictif, et ce sera tout cet univers qui fera que la musique IA réussira à percer. Et allez, pour aller jusqu'au bout de mon hypothèse, qui est vraiment juste une hypothèse personnelle, je pense qu'un scénario probable, c'est qu'une musique perse devienne virale, qu'elle passe à la radio, qu'on ait l'impression, y compris dans le marketing autour, que c'est un nouvel artiste absolument comme les autres, et qu'on apprenne seulement un peu plus tard que la musique derrière est entièrement générée par IA. Et je vous parle pas d'une reprise comme on a pu le voir avec Angèle ou avec Drake, je vous parle de comme si c'était un nouvel artiste. Ce genre de percée, je pense, ferait évoluer les mœurs, qu'on le veuille ou pas. Ça créerait un momentum et ça créerait une brèche. Et pour les vrais artistes, les humains, je ne pense pas qu'ils vont disparaître de l'industrie musicale, mais que, comme la consommation de musique changerait drastiquement, il va devenir encore plus dur de sortir du lot parce que mathématiquement, le temps d'écoute sera réduit entre les morceaux IA et simplement les morceaux créés par les utilisateurs eux-mêmes. On n'y est pas, mais c'est pas improbable. D'un autre côté, je pense que les petites communautés d'humains à artistes humains vont se renforcer. Par besoin de partager déjà, et simplement par besoin de liens humains. Enfin, en termes d'argent, on y revient dans quelques secondes, mais pour amorcer le constat, je pense que le déséquilibre déjà présent dans le monde de la musique va juste profondément se creuser. Bon, on a discuté de la place que pourrait prendre l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale. Maintenant, jusqu'à ce que l'IA les élimine, il reste des humains sur Terre et dans l'industrie musicale. Et heureusement pour ces humains, il leur reste à mon sens deux choses. Yo, what is up Fortnite? What's up Pleasant Park? My name is Marshmallow and thank you for coming out today and making history with me. À l'époque du Covid, une technologie a explosé, les concerts virtuels. Le monde étant bloqué entre son lit et son canapé, la solution semblait être de se réunir dans des espaces virtuels, poussés non pas par l'IA générative, mais par des technologies de réalité virtuelle. À l'époque, beaucoup pensaient que c'était le futur. Spoiler, depuis le déconfinement, l'attrait pour ce genre d'événement a chuté. Évidemment, certains
certains événements continuent d'attirer du monde. Mais rien ne semble pouvoir recréer l'énergie et l'ambiance des concerts physiques. La raison à ça est assez évidente. L'expérience live repose sur l'interaction humaine, repose sur l'énergie commune. Tu fais pas un pogo dans ton salon tout seul avec ton casque VR sur le visage. Enfin, tu peux faire ça, personne te jugera. Si, moi je te jugerai. La scène est l'un des endroits où l'humain ressort le plus. Tant du côté du public, qui saute, qui crie, qui ressent jusqu'aux vibrations des basses dans son corps, que du côté de l'artiste, qui a de nombreux moyens de mener une performance un peu différente chaque soir, de par les interactions spontanées avec la foule, des petits imprévus qui rendent le concert unique, ou même des morceaux joués sur certaines dates et pas sur d'autres. Tout ça, c'est une expérience profondément humaine, où le variable humain semble nécessaire. Et au final, d'un point de vue marché, c'est la continuité de ce qu'on a vu s'amorcer à l'avènement du streaming. D'un côté, une forte baisse de la valeur économique de la musique enregistrée, et de l'autre, une nécessité de faire du live pour gagner de l'argent et vivre pleinement de sa musique. Mon hypothèse sur le sujet, c'est que cette situation va s'exacerber, rendant de plus en plus nulle la probabilité de vivre de la musique enregistrée, mais rendant toujours possible pour une poignée d'élus de vivre de sa musique à travers les concerts. Comme maintenant, mais de pire en pire. Ok, on a passé la vidéo à parler d'industrie musicale, mais peut-être qu'on peut la terminer en parlant brièvement, pour une fois, une rare fois sur cette chaîne, de musique. Le mot art est issu du latin ars, qui signifiait habilité, métier, connaissance technique. Autrement dit, la cultivation d'une compétence humaine. Au fil du temps, le terme qui désignait avant un moyen est devenu un terme désignant le résultat obtenu. Est-ce que l'intelligence artificielle crée de l'art ? C'est une question plus complexe qu'il n'y paraît, mais il y a une question à laquelle il n'est pas complexe de répondre. Est-ce que l'humain fera toujours de l'art ? La réponse est oui, très très probablement. Depuis le tout début de son existence, l'humain crée toute forme d'art, mais aussi toute forme de musique, de fragments d'os perforés pour faire une flûte à la guitare électrique. Des gens créeront toujours, même sans monétiser leur art, pour le plaisir de créer et aussi pour le plaisir de partager. Si certains se complairont sûrement à obtenir ce qu'ils souhaitent en tapant des mots sur un clavier, d'autres auront toujours la nécessité, et j'insiste sur ce terme, de mettre tous leurs efforts pour devenir meilleurs dans leur domaine, juste pour leur satisfaction personnelle et par besoin d'exprimer d'une quelconque manière leur créativité. Parce que rien ne sera jamais plus humain que l'art. Parce que l'IA peut s'emparer du marché de la musique, ou même le détruire, mais elle ne détruira jamais la musique. Comme dirait Thomas Bangalter, la dernière chose que je voudrais être, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un robot. Bon, ça va vous ? Cette vidéo n'est pas hyper positive, mais je tenais à la faire déjà parce que je voulais parler de ce sujet sur la chaîne, et aussi parce que j'entends beaucoup de discours qui me semblent assez décorrélé de la réalité sur l'IA dans la musique. Je prétends pas que mon discours l'est moins, pas du tout, mais déjà j'ai essayé de ne pas mettre le filtre des émotions sur mon analyse, et aussi je me suis raccrochée aux propos des gens qui y passent leur journée, littéralement. Ici, on a vraiment parlé d'industrie musicale, pas de musique, et souvent dans les choses que j'ai pu lire, les deux se mélangent, et ça rend les choses floues. D'un point de vue strictement personnel, et pour vous donner mon positionnement, ce qui a forcément influé plus ou moins consciemment sur l'écriture de cette vidéo, je pense que le marché de l'art n'aurait pas dû être mêlé à tout ça. Sauf que maintenant, c'est fait. Et je suis toujours assez convaincue du fait qu'on ne revient jamais en arrière. Et malheureusement, j'ai l'impression que le seul moyen de s'en sortir dans ce monde, c'est de s'adapter à ce qu'il se passe. Je rappelle évidemment que tout ce que j'ai avancé ne sont que des hypothèses, et cette vidéo également reste de la vulgarisation. Ce n'est qu'un petit condensé de mes recherches. Voilà donc pour ce qui était de ma petite introduction sur le sujet. Merci encore à Igral de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Si vous voulez récupérer de l'argent sur vos achats grâce au cashback, le lien est en description pour profiter de l'offre spéciale de 10 € à l'inscription au lieu de 3 €, et vous avez les French Days à partir du 30 avril. Pas de vidéo la semaine prochaine car je serai en tournage toute la semaine pour un projet qui sortira, si tout va bien, fin mai. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, on se dit à très vite, prenez soin de vous.